Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va corriger la troisième partie des exercices du chapitre 2, logique booléenne et raisonnement mathématique. C'est-à-dire, on va corriger les exos de 2.8 à 2.13. Commençons alors par le premier exo. Alors dans l'exo 2.8, écrire la réciproque, la négation et la contraposée de la proposition x égale 4 implique x carré égale 16. Donc on a la proposition x égale 4 implique x carré égale 16. Donc c'est de la forme P implique Q. Je vous rappelle que l'implication est une relation si alors, c'est-à-dire si la proposition P, alors la proposition Q. Autrement dit, si la proposition P est vraie, alors Q le doit être obligatoirement. Dans la séance précédente, on a montré que P implique Q est équivalente à P bar ou Q. Donc, dans notre cas, P, c'est la proposition x égale à 4 et Q, c'est la proposition x carré égale 16. Alors, il demande la réciproque. On sait que la réciproque de P implique Q et Q implique P. Donc, dans notre cas, c'est x carré égale 16 implique x égale 4. Ensuite, on a la négation. Alors, la négation de P implique Q, c'est P et Q bar. Donc, je vous rappelle rapidement pourquoi la négation de P implique Q égale P et Q bar. Donc, la négation de P implique Q égale la négation de P bar au Q. En appliquant la loi de Morgan, on aura P double bar et Q bar. Or, P double bar égale P. Donc, P et Q bar. Donc, la négation de l'implication P implique Q est P et Q bar. Alors, dans notre cas, la négation, c'est x égale 4 et Q bar, donc x carré. Le contraire de x carré égale 16, c'est x carré différent de 16. Voilà la négation. Ensuite, on a la contraposée. Alors, la contraposée de P implique Q et Q bar implique P bar. Juste une petite remarque concernant la contraposée. Donc, on a déjà dit cette remarque dans la séance précédente. Donc, autrement dit, c'est juste un petit rappel. En effet, la contraposée est équivalente à l'implication. C'est-à-dire, Q bar implique P bar est équivalente à P implique Q. En effet, Q bar implique P bar. Si on veut transformer l'implication en une disjonction, comme on a fait ici, alors c'est donc l'implication se transforme en une négation de la première partie de l'implication ou la deuxième partie de l'implication. C'est-à-dire c'est Q ou P bar. Puisque la disjonction ou le ou logique est commutatif, alors on peut écrire P bar
ou Q. Or, P bar au Q, c'est P implique Q. Donc, la contraposée de l'implication est équivalente à l'implication même. Alors, Q bar implique P bar. Dans notre cas, c'est x carré différent de 16 implique x différent de 4. Alors, pour la deuxième question, quelle est la valeur de vérité de chacune des propositions obtenues? Donc, la valeur de vérité, c'est vrai ou faux. Regardons tout d'abord l'implication initiale. Si x égale 4, alors forcément x carré égale 16. Et c'est vrai. Donc, du moment où x égale 4, alors forcément x carré égale 16. La réciproque maintenant. Est-ce que, donc la question c'est, est-ce que si x carré égale 16, alors forcément x égale 4? Ben, la réponse c'est non. Puisque si x carré égale 16, alors x égale 4 ou x égale moins 4. Dans ce cas, la réciproque est fausse. Donc la valeur de vérité, c'est faux. La négation. Donc pour la négation, avant même de regarder ou sans même regarder l'expression de la négation, du moment où l'implication est vraie, alors forcément sa négation est fausse. En plus, si on regarde la négation, alors c'est x égale 4 et x carré différent de 16. Donc ça se voit ici, on ne peut pas avoir la situation 1 et 1. Parce que si x égale 4, donc on ne pourra pas avoir x carré différent de 16. Donc si on suppose que x égale 4 est vrai, alors x carré différent de 16 est forcément fausse. Et dans ce cas, on aura 1 et 0 qui est égal 0. Donc la négation est fausse. Pour la contraposée, pareil, puisqu'on sait que la contraposée est équivalente à l'implication, alors si l'implication est vraie, alors forcément, la contraposée est vraie aussi. D'ailleurs, si x carré est différent de 16, alors forcément, x différent de 4. Donc voilà pour l'exo 2.8. On passe à l'exo 2.9 maintenant. Alors, Jean est fatigué ou malade? S'il est fatigué, alors il est contrarié. Jean n'est pas contrarié, donc il est malade. La question c'est, ce raisonnement est-il correct? En effet, ici, il y a plusieurs méthodes pour vérifier si le raisonnement est correct ou pas. Mais ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de transformer l'énoncé sous forme d'une expression mathématique. Parce que c'est toujours beaucoup plus facile, à mon avis, de manipuler des expressions mathématiques que des phrases. Alors ici, on peut clairement voir qu'il y a 3 propositions. Jean est fatigué, Jean est malade, Jean est contrarié. Donc, on pourra supposer qu'on a 3 propositions F, M et C. Donc, F pour Jean est fatigué. M pour Jean est malade. Et C pour Jean est contrarié. Alors maintenant, donc je vous explique
les 3 méthodes possibles pour vérifier en fait le raisonnement ou pour corriger cet exo. Alors la première, c'est tout d'abord de transformer cette expression ou chaque phrase en une proposition, puis de raisonner donc si l'énoncé est correct ou pas. La deuxième méthode, c'est d'écrire tout l'énoncé sous forme d'une expression mathématique, de la simplifier et ensuite, donc en trouvant une forme simple ou plutôt une forme simplifiée de l'expression, on pourra vérifier si le raisonnement est correct ou pas. Et la troisième méthode, une fois on a l'expression mathématique de cet énoncé, on pourra construire sa table de vérité pour voir dans quel cas l'expression est vraie. Alors commençons par la première méthode. Alors, Jean est fatigué ou malade, c'est-à-dire F ou M. Donc, Jean est fatigué ou malade, alors F ou M égale 1. Donc, la proposition F ou M est vraie. La deuxième proposition, s'il est fatigué, alors il est contrarié. Donc, c'est une implication. F implique C. Si Jean est fatigué, alors il est contrarié. La troisième proposition, Jean n'est pas contrarié. C'est-à-dire C égale 0. Ou encore C bar égale 1. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que le fait de dire donc elle est malade est correct ou pas? En effet, ici, on pourra raisonner par la contraposée. Pourquoi? Puisque F implique C égale 1, on sait que l'implication, ou plutôt la contraposée d'une implication est équivalente à l'implication même. Alors, on pourra dire que si F, alors C. La contraposée, c'est si C bar, alors F bar. Si Jean n'est pas contrarié, alors il n'est pas fatigué. Or, Jean n'est pas fatigué. Pardon. Si Jean n'est pas contrarié, alors il n'est pas fatigué. Or, Jean n'est pas contrarié. Alors, il est forcément pas fatigué. C'est-à-dire, F bar égale 1. Et puisque F bar égale 1, alors F égale 0. On revient maintenant à la première proposition. F ou M égale à 1. C'est-à-dire 0 ou M égale 1. 0 ou M égale 1, alors M égale 1. Et qu'est-ce que ça veut dire M égale 1? Eh bien, Jean est malade. Non. Jean est malade. Alors, on peut dire que le raisonnement est correct. Alors, la deuxième méthode maintenant, comme je l'ai déjà dit, en fait, on va juste transformer l'expression, ou plutôt l'énoncé, sous forme d'une expression mathématique.
N'hésitez surtout pas à mettre en pause la vidéo et de réfléchir à la solution avant de la découvrir. Alors, la deuxième méthode, donc on va écrire l'expression « Jean est fatigué ou malade ». Donc, F ou M. Et s'il est fatigué, alors il est contrarié. Donc, F implique C. Et Jean n'est pas contrarié. Donc, et C barre. Donc, maintenant, on va simplifier cette expression. Donc, je vous invite à simplifier l'expression en même temps que moi et vérifier votre résultat à la fin. Alors, ici, l'idée, c'est lorsqu'on a une expression mathématique avec des connecteurs logiques et qu'on a parmi ces connecteurs logiques l'implication, la première chose à laquelle on peut penser, c'est de transformer cette implication sous forme d'une disjonction. C'est-à-dire l'implication, on pourra l'écrire en utilisant la règle P implique Q égale P bar au Q. Donc on transforme l'implication en un connecteur logique OU. Alors ici, donc la première étape, c'est F ou M, et donc on transforme cette implication, ce sera F bar ou C et C bar. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on pourra faire, c'est de développer cette expression. Alors ici, ça se voit qu'on ne peut pas faire une factorisation. Alors, on va plutôt faire une distribution. On pourra commencer par cette partie, pour juste question de simplifier le calcul. Donc, c'est F au M. On va distribuer la deuxième partie de l'expression. Alors, ça sera C bar et C ou C bar et F bar, qui est égal F au M. Et or, C et C bar vaut 0. 0 ou C bar et F bar égale C bar et F bar. Alors pareil maintenant, on va faire une distribution. Donc on va distribuer le et par rapport à ou. Alors on va distribuer dans ce cas par toute cette partie. Alors ce qui donne C bar et F bar et M ou C bar et F bar et F. Alors, on sait que F et F bar vaut 0. 0 et C bar vaut 0. Donc, je vous rappelle que X et X bar vaut toujours 0. X et 0 vaut toujours 0 aussi. Alors, ce qui reste, c'est, et bien sûr, X ou 0 vaut X. Donc là, on a la forme X, donc X ou 0, qui est égal X, et dans notre cas, c'est C bar et
F bar et M. Alors, le résultat, si on lit le résultat, c'est quoi? Jean n'est pas contrarié et n'est pas fatigué et malade. C'est-à-dire, Jean est malade. Alors, ce qui confirme que le raisonnement est correct. Alors maintenant, pour la troisième méthode, c'est comme la deuxième méthode, mais au lieu de simplifier, on va juste prendre cette expression et on va construire cette table de vérité. Donc pareil, n'hésitez pas à travailler au même temps que moi. Alors, on a déjà vu en fait comment construire une table de vérité. Donc, je vais juste vous rappeler, ici on a trois propositions dans cette expression, trois propositions ou trois variables, ce qui fait 2 puissance 3 égale 8 lignes dans notre table de vérité. Alors, les trois premières colonnes concernent les trois variables ou les trois propositions. F, M et C. Donc, pour le remplissage de ces trois colonnes, c'est-à-dire les différentes combinaisons possibles pour trois propositions ou trois variables, donc la méthode, c'est toujours la même. Alors, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2. Donc, pour 2 puissance 0 qui est égal à 1, alors on change la valeur de vérité à chaque case. Donc, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pour la deuxième, 2 puissance 1 égale à 2, alors double 0, double 1. Double 0, double 1. Pour la troisième colonne, 2 puissance 2 égale 4, alors 4, 0, 4, 1. Ensuite, comme je l'ai toujours dit, pour trouver la table de vérité d'une expression, alors donc de préférence, effectuer une seule opération à la fois. Alors ici, on pourra commencer par F ou M. Ensuite, F implique C. Alors C bar, en troisième colonne, donc C bar, à part les colonnes des variables bien sûr. Et en toute dernière étape, on va faire donc, la première, donc la colonne 1, et la deuxième et la troisième. Donc, voilà. Commençons alors par la première.
Donc là, on a F, O, M. Ensuite, F implique C, C bar et donc là, on a la première, deuxième. Et là, on a toute l'expression. On peut l'appeler 4 pour dire toute l'expression. Alors, F ou M. Donc là, on va regarder les deux colonnes de F ou M avec le connecteur logique ou 0 ou 0. Donc 0, 0, 0, 0, 0 ou 1. 1. Donc, je vous rappelle que il suffit de trouver une seule proposition qui est vraie. Donc, la proposition F ou M est vraie quand au moins une des deux propositions est vraie. Ensuite, F implique C. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, donc pour F implique C, on pourra suivre deux règles pour remplir la table de vérité de l'implication. La première, c'est si F est vrai, alors C le doit être obligatoirement. Dans ce cas, on va regarder les cas où F est vrai. Donc, là, on a F est vrai, mais C est fausse. La proposition C est fausse. Alors, la règle de l'implication n'est pas vérifiée. F est vrai et C est aussi vrai. Alors, la règle de l'implication est bien vérifiée. Ici, on a F est vrai, mais C est fausse. Donc, 0. Et en dernière ligne, F est vrai et C est aussi vrai. Alors, l'implication est vérifiée. Ensuite, la deuxième règle pour la table de vérité de l'implication, c'est faux implique n'importe quoi. C'est-à-dire, lorsque la première proposition est fausse, peu importe la valeur de vérité de la deuxième proposition, l'implication est toujours vraie. On remarque que dans les 4 premiers cas, F est toujours fausse. Alors, pour ces 4 premiers cas, l'implication est toujours vraie. Ensuite, on a la colonne, la troisième colonne, c'est pour C bar. Et là, c'est juste le contraire de C. Donc, C, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Alors, C bar, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Alors, dans la toute dernière colonne, on a 1 et 2 et 3. Donc, ces 3 propositions. Donc, 1 et 2 et 3 est vrai quand les 3 propositions sont à la fois vraies. Alors, si on regarde les différents cas, donc ici c'est 0, puisque FOM est fausse. Pareil, 0. Alors, dans ce cas, on a, dans la troisième ligne, on a 1 et 1 et 1. Alors, la valeur de vérité, c'est 1. Et pour le reste, donc vous pouvez remarquer que c'est toujours faux. Alors, le seul cas où notre expression est vraie, c'est pour en regardant les différentes variables f, m et c. Alors, le seul cas où l'expression, notre expression est vraie, c'est pour f bar. Donc, f est fausse, m est vrai et c est fausse. C'est-à-dire pour f bar et m et c. Et c bar, pardon. Donc, l'expression est vraie pour non fatigué, non contrarié et malade. Autrement dit, donc Jean est malade, donc ce n'est pas faux. Alors le raisonnement est bien correct. Donc voilà pour cet exo. Donc je vous ai présenté 3 méthodes pour pouvoir donc trouver une solution.
ou plutôt pour pouvoir vérifier si le raisonnement est correct ou pas. Alors, passons à l'exo suivant, donc le 2.10. Alors, pour le 2.10, ça ressemble un peu à l'exo 2.9 parce qu'on a donc un énoncé qu'en le traduisant sous forme d'une expression mathématique, on pourra donc résoudre le problème. Alors ici, on a perdu dans le désert, vous arrivez à une bifurcation. Chacune des deux pistes est gardée par un sphinx que vous pouvez interroger. Les pistes peuvent conduire soit à une oasis, soit au fin fond du désert. Alors les sphinx ou bien disent tous les deux la vérité ou bien mentent tous les deux. Donc le sphinx de droite affirme une au moins des deux pistes conduit à une oasis. Le sphinx de gauche indique que la piste de droite se perd dans le désert. Donc que faites-vous? Alors ce qu'on pourra faire, c'est de traduire ces énoncés sous forme d'une expression mathématique. Alors, si on résume, ici on a deux sphinx. Chaque sphinx affirme une proposition différente. Donc, la seule, ou plutôt l'information qu'on a, c'est que les sphinx ou bien disent tous les deux la vérité ou bien mentent tous les deux. Alors, on pourra supposer ici qu'on a deux propositions. Alors, on cherche, ici en fait, si on est perdu, parce qu'on cherche, c'est l'oasis. Alors, on pourra dire qu'on a deux propositions. G pour dire l'oasis est à gauche. Et D pour l'oasis est à droite. Donc voilà deux propositions. C'est juste pour savoir est-ce que l'oasis est à gauche ou à droite. Maintenant, donc pour les deux sphinx, alors on a deux affirmations. On pourra dire, alors on pourra supposer qu'on a SD pour le sphinx de droite et SG, c'est le sphinx de gauche. L'affirmation de sphinx de droite est une au moins des deux pistes conduit à une oasis. C'est-à-dire, c'est ou bien la proposition G ou la proposition D. Et c'est un ou inclusif. Donc, parce que c'est une au moins. C'est-à-dire, c'est G ou D ou les deux en même temps. Et c'est un ou inclusif, pardon. Le sphinx de gauche, maintenant, qu'est-ce qu'il affirme? Il affirme que la piste de droite se perd dans le désert. C'est-à-dire, D est fausse. Donc, D barre. Ce qu'il affirme, c'est la piste de droite se perd dans le désert, c'est-à-dire l'oasis n'est pas à droite. Donc, c'est D barre. Alors, revenons maintenant à l'information ici. Les sphinx ou bien disent tous les deux la vérité ou mentent tous les deux. C'est-à-dire, on a deux cas. Le premier cas, c'est lorsque les sphinx disent tous les deux la vérité, c'est-à-dire SD est vrai et SG est aussi vrai. Donc l'affirmation SD et l'affirmation SG sont vraies au même temps. Alors, ou bien mentent tous les deux. Alors, c'est-à-dire, là, on a ou. S'ils mentent tous les deux, c'est-à-dire SD est fausse, donc SD barre, et SG barre.
Alors, on va remplacer maintenant SD, SG par leur expression. Donc, on aura SD, donc GOD, et SG et D bar. Ou SD bar, c'est-à-dire GOD, le tout bar, et D double bar. Parce que donc SG bar, c'est D bar bar. Donc là, double bar. Alors, maintenant, on va simplifier cette expression. Alors ici, bien évidemment, il y a deux méthodes. Ou on simplifie cette expression, ou on construit sa table de vérité. Alors, moi, je vais plutôt simplifier. GOD et D bar. Bon, ici, on pourra commencer par une distribution de la première partie de l'expression. Ce qui donne D bar et D, ou D bar et G. Ou, donc pour la deuxième partie, pareil. Ah bah avant de simplifier, pardon, donc là j'ai fait une erreur. Et bah avant de simplifier, on devra appliquer la loi de Morgan sur G ou D, le tout bar. Donc c'est G bar et D bar et alors D double bar égale D. Et ben voilà, on n'a plus besoin de faire une distribution parce que là, on voit directement ce qu'on pourra simplifier. Donc D et D bar égale 0. 0 ou X égale X. Alors, ce qui est fait, D bar et G pour la première partie. Alors, pour la deuxième, D et D bar égale 0. 0 et G bar égale 0. 0 ou D bar et G égale D bar et G. Donc, voilà. En simplifiant cette expression, on aura D bar et G. Alors, D bar et G, si on traduit cette expression en utilisant ces deux propositions, D bar et G, c'est-à-dire l'oasis n'est pas à droite et l'oasis est à gauche. Alors, bien évidemment, ici, si on confirme que l'oasis est à gauche, eh ben, on choisit la piste de gauche. Donc, voilà comment peut-on résoudre cet exo. Alors, on passe maintenant à l'exo 2.11. Alors, pour cet exo, la première question, c'est énoncer la propriété de Pythagore. Alors, on va répondre aux différentes questions. Commençons par la première. Alors, la propriété de Pythagore, c'est simple. Donc, l'énoncé, c'est dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors, pour simplifier l'énoncé ou la propriété, eh ben, on pourra supposer qu'on a un triangle rectangle ABC. Donc, un triangle rectangle en C. Et ben, dans ce cas, l'énoncé de Pythagore, c'est quoi? C'est si un triangle ABC est rectangle en C,
Alors, AB carré égale AC carré plus BC carré. Donc, comme vous voyez, ici, la propriété de Pythagore est une implication. Donc, c'est une relation si, alors. Puisque c'est une implication, alors elle a une contraposée. Pour la deuxième, donc la deuxième question, il demande la contraposée de P, puis sa réciproque. Alors pour la contraposée, donc c'est si plutôt la négation de la deuxième partie de l'implication, alors la négation de la première partie de l'implication. Je vous rappelle que la contraposée de P implique Q, c'est Q bar implique P bar. Dans notre cas, c'est si dans un triangle ABC, on a AB carré est différent de AC carré plus BC carré, alors ce triangle n'est pas rectangle. On sait. Alors maintenant, la contraposée, pardon, la réciproque de P. Eh bien, la réciproque de P implique Q, c'est Q implique P. Dans notre cas, c'est si dans un triangle ABC, on a AB carré égale AC carré plus BC carré, alors ce triangle est rectangle, on sait. Donc, voilà pour la deuxième question. Alors, pour la troisième question, on considère le triangle ABC dont les mesures des côtés sont données, étudier si le triangle est rectangle ou non, et préciser la propriété utilisée pour justifier la réponse. Donc, à chaque fois, on a les mesures des... Alors, avant de passer même à la troisième question, juste une remarque. En effet, puisque c'est évident, enfin, on va de dire que la proposition P est vraie, c'est la propriété de Pythagore quand même, et alors sa contraposée est par défaut vraie, puisque sa contraposée elle a la même valeur de vérité que l'implication, et ben pour la réciproque, et ben la réciproque de la propriété de Pythagore, elle aussi, elle est vraie. Alors on pourra l'utiliser pour chercher si donc, si un triangle est rectangle ou pas.
Alors, pour la troisième question. Alors, pour le premier cas, on a AB égale 6, AC égale 10 et BC égale 8. Alors, si ce triangle est rectangle, si on suppose que ce triangle est rectangle, alors forcément, son hypoténuse, c'est le côté AC, puisque c'est le plus grand. Voilà. Donc, ici, on a AC carré égale 100. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que AB carré plus BC carré égale 100? Alors, on a AB carré plus BC carré égale, alors 6 au carré plus 8 au carré, alors 6 au carré plus 8 au carré égale 36 plus 64, et 36 plus 64 égale 100, c'est-à-dire égale AC carré. Alors, on a AC carré égale AB au carré plus BC au carré. Et par conséquent, le triangle ABC est rectangle en B d'après la réciproque du théorème de Pythagore. D'après la réciproque de la propriété de Pythagore ou de B, le triangle ABC est rectangle en B. Alors maintenant pour le deuxième cas, on a alors AB égale 5, AC égale 4 et BC égale 6. Pareil, en fait, si ce triangle est rectangle, alors ça doit être en... Donc, son hypoténuse doit être BC puisque c'est le plus grand. Alors, calculons BC au carré. Donc, BC au carré égale 6 au carré égale 36. Or, AB au carré plus AC au carré égale 25. 5 au carré plus 4 au carré qui est égal à 16. Or, 25 plus 16 vaut 41. 41 est différent de 36. Alors, ce triangle n'est pas rectangle. Et la propriété utilisée, c'est la contraposée. Donc, d'après la contraposée de P, le triangle ABC n'est pas rectangle. Alors voilà pour cet exo. Alors maintenant, on va corriger l'exo 2.12. Alors soit A et B, deux réels, tels que, quel que soit x réel, si x supérieur strictement à B, alors x supérieur ou égal à A. Montrer que A inférieur ou égal à B avec un raisonnement par l'absurde. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le raisonnement par l'absurde? En effet, dans le raisonnement par l'absurde, on a toujours une hypothèse qu'on pourra nommer P et une conclusion, par exemple Q. Alors, pour raisonner par l'absurde, on suppose, donc, normalement, si l'hypothèse est vraie, alors la conclusion est aussi vraie.
Mais pour le raisonnement par l'absurde, on suppose que l'hypothèse est vraie, mais pas la conclusion. C'est-à-dire, on va prendre l'hypothèse telle qu'elle est et la négation de la conclusion. Donc ça, c'est en supposition. Ensuite, on cherche une absurdité. Autrement dit, c'est une contradiction. Alors, c'est une forme de contradiction, soit un exemple, soit donc, une contradiction par un théorème connu. Donc, il y a plusieurs, ou même par des cas de figure, il y a plusieurs manières pour trouver cette contradiction. Alors, si on trouve une contradiction, et ben cette contradiction, elle vient du fait qu'on a, euh, on a supposé que Q est fausse. Alors, la conclusion Q ne peut être que vraie. Donc, voilà le principe de raisonnement par l'absurde. Alors, prenons notre exemple. Donc, soit A et B deux réels. Donc, ici, on a A est un réel, B aussi un réel. L'hypothèse P, c'est quel que soit X un réel, si X supérieur strictement à B, alors X supérieur ou égal à A. La conclusion Q, c'est montrant que A inférieur ou égal à B. Alors, selon la méthode que je viens de vous expliquer ici, pour raisonner par l'absurde, on va supposer que P est vrai, mais pas Q. Donc, supposons que P est vrai, mais pas Q. C'est-à-dire, on a Q bar. Autrement dit, le fait de supposer que P est vrai, donc X supérieur strictement à B, implique X supérieur ou égal à A. Donc ça, c'est P. Et Q bar. Q bar, donc c'est l'inverse de Q. Donc c'est l'inverse de A inférieur ou égal à B, c'est-à-dire A supérieur strictement à B. Donc là, on a P et Q bar. Donc là, si on prend un exemple, donc vous voyez ici que voilà, si on a supposé qu'on a P et Q bar, l'hypothèse et la conclusion bar, et bien la toute dernière étape, c'est de chercher une contradiction. Et bien, la contradiction, on pourra la trouver juste par un simple exemple. Donc, on pourra prendre un axe sur lequel on va placer les différents réels A, B et C, mais en respectant cette expression, l'expression qu'on a trouvée avec P et Q bar. Alors ici, on a P et Q bar. Donc on pourra déjà commencer par Q bar, c'est A supérieur strictement à B. Donc si on suppose que ça, c'est l'axe des réels R, tel qu'on a donc moins l'infini plus l'infini, et on prend donc A qui est supérieur strictement à B,
Ensuite, pour la proposition P, on a si x supérieur strictement à B, alors forcément x supérieur ou égal à A. Et bien dans ce cas, on va prendre un exemple qui montre une contradiction. Par exemple, x qui se trouve au milieu. Et bien dans ce cas, on a bien x supérieur strictement à B, mais x est inférieur à A. Alors, il y a une contradiction. On va écrire ça. Soit x qui est égal à A plus B sur 2, c'est-à-dire le milieu du segment. Donc, si on suppose que ça, c'est le point A, et là, on a le point B, donc c'est le milieu du segment A, B. Alors, on a bien, donc, on a x supérieur strictement à B. Or, normalement, selon l'hypothèse P ou selon la première partie de cette expression, si x supérieur strictement à B, alors forcément x supérieur ou égal à A. Mais ce n'est pas le cas. Alors, il y a une contradiction. Alors, cette contradiction, elle vient du fait que on a supposé que Q est fausse. Donc, en conclusion, Q ne peut être que vrai. C'est-à-dire A est inférieur ou égal à B. Donc, voilà le raisonnement par l'absurde. Alors, maintenant, on va passer à l'exo 2.13, le dernier exo pour cette séance. Alors ici, on va prouver par l'absurde que, donc tout d'abord, la première question, la somme d'un nombre entier et d'un nombre non entier est un nombre non entier. Donc ici, on va supposer qu'on a, donc pour simplifier l'énoncé, on va supposer qu'on a trois nombres. Alors, un nombre entier, un nombre non entier, et un autre nombre non entier, soit A, un nombre entier, X, un nombre non entier, c'est-à-dire il n'appartient pas à n, et y, un nombre non entier. Alors ici, il demande de montrer que la somme d'un nombre entier et d'un nombre non entier, c'est-à-dire la somme de a plus x est égale y, alors avec y est un nombre non entier. Qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer l'inverse de ce qu'il a demandé de montrer. Donc, supposons que donc, dans ce cas, l'hypothèse c'est A appartient à N, X n'appartient pas à N, et la conclusion c'est Y n'appartient pas à N. Mais on va supposer que A appartient à N, X n'appartient pas à N, et Y appartient à N. Donc, on va supposer l'inverse de ce qu'il a demandé de montrer. Et on va chercher une absurdité et on va conclure que l'absurdité vient du fait qu'on a supposé que Y est un entier. Alors, si on dit que A plus X égale Y, alors X égale combien? Eh bien, X égale Y moins A. Donc, X, c'est la soustraction donc des deux entiers
Y et A. Donc, selon notre supposition, A et Y sont deux entiers. Donc, X est la soustraction ou le résultat de la soustraction alors X est un entier. Et bien, si c'est la soustraction de deux entiers donne forcément un entier. Et bien ici, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que dès le début, en fait, on a X est non entier. Et bien, si on suppose que Y est un entier, et finalement, X, lui aussi, doit être un entier. Alors, comment dirais-je, l'erreur, plutôt la contradiction, il vient du fait qu'on a supposé que Y appartient à N. Alors, Y n'appartient pas à N. La somme d'un nombre entier et d'un nombre non entier ne peut pas être un nombre entier. Alors ici, j'ai pris les entiers comme des entiers naturels, mais bien évidemment, on peut, donc, par le même raisonnement, on pourra prendre A est un nombre relatif, c'est-à-dire A appartient à Z, X n'appartient pas à Z et Y n'appartient pas à Z. Et ben, c'est presque le même raisonnement. Donc, il n'y a pas de différence. Euh, donc, c'est juste ici, on va supposer que A appartient à Z, X n'appartient pas à Z, mais Y appartient à Z. Et ben, la soustraction de deux entiers relatifs est normalement un entier relatif, ce qui est donc en contradiction avec l'énoncé, ou plutôt avec l'hypothèse. Alors pour la deuxième question maintenant, on va montrer par l'absurde que le produit d'un rationnel non nul et d'un irrationnel est un irrationnel. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un rationnel? Eh bien, un rationnel est un nombre qui peut s'exprimer comme le quotient de deux entiers relatifs. Autrement dit, on peut l'exprimer sous la forme d'une fraction. Exemple, x est un rationnel, ou plutôt a est un rationnel si on pourra l'écrire sous la forme d'une fraction de deux entiers relatifs P et Q. Eh bien, P est un entier relatif, donc il fait partie de l'ensemble Z, et Q, alors puisque Q est le dénominateur, eh ben, Q ne peut pas être nul, donc il appartient à Z étoile. Donc, il est un entier relatif non nul. Donc, voilà, ça c'est la définition d'un rationnel. Et ben, l'irrationnel est tout simplement un nombre qu'on ne pourra pas l'écrire sous la forme d'une fraction. Donc, ça c'est le rationnel. Alors, pour l'irrationnel, c'est tout simplement on ne pourra pas l'écrire sous forme d'une fraction de deux entiers relatifs. Et ben, par exemple, on a pi qui est égal à 3,14 et 3 points. On a aussi la constante de Neper, E, qui est telle que, comment dirais-je, le logarithme néprien de E égale à 1, et bien E égale 2,71 et 3 points. On a aussi
racine de 2 qui est un rationnel. Donc, il y a pas mal d'exemples pour les rationnels. Alors maintenant, on revient à notre exemple. Alors ici, il demande de prouver que le produit d'un rationnel non nul et d'un irrationnel est un irrationnel. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble Q. Voilà. Alors, le produit d'un rationnel non nul et d'un irrationnel. Donc, on va supposer qu'on a 3 nombres ou 3 variables. A qui est donc soit A un rationnel non nul, donc il fait partie de Q étoile. Alors, X est un irrationnel, donc il n'appartient pas à Q. Et Y qui n'appartient pas à Q. Alors ici, on doit montrer que le produit, donc A fois X, qui est égal Y, et ben, c'est un irrationnel. Alors, on va supposer que le produit d'un rationnel et d'un irrationnel est un rationnel. Donc, on va supposer l'inverse de ce qu'il nous a demandé de montrer. Donc, supposons que donc on a A est un rationnel non nul, X est un irrationnel et Y est un rationnel. Le produit est un rationnel. C'est-à-dire, A, on pourra l'écrire. Donc, on peut écrire A sous la forme d'une fraction de P par Q. Avec P est un rationnel. Puisque A est un rationnel non nul, P est un entier relatif. Puisque A est un rationnel non nul, alors forcément P, lui aussi, est non nul. Et Q est un entier relatif non nul puisque c'est le dénominateur. Maintenant, on a X est non rationnel et Y est un rationnel. Puisque Y est un rationnel, alors on peut lui aussi l'écrire sous forme de R sur S avec R est un entier relatif, S est un entier relatif non nul. Autrement dit, on a A fois X qui est égal à Y. X, on remplace A par P sur Q fois X qui est égal à Y, on remplace Y par R sur S. Alors, X égale R sur S multiplié par Q sur P. Donc, X égale R fois Q divisé par S fois P. Or, R est un entier relatif. Q est aussi un entier relatif, donc, et de plus non nul. Alors, R fois Q est un entier relatif, n'est-ce pas? Alors maintenant, S fois P. S fois P, S est un entier relatif non nul. P est aussi un entier relatif non nul. Alors, S fois P est un entier relatif non nul. Alors finalement, X, on l'a écrit sous la forme d'une fraction de deux entiers relatifs. Alors, X est un rationnel. Et si on dit que X est un rationnel,
eh ben, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que normalement, on a supposé que x est un irrationnel. Alors, il y a une contradiction et la contradiction, elle vient du fait que, qu'on a supposé que y est un rationnel. Alors, y ne peut pas être rationnel. Ou, autrement dit, le produit d'un rationnel non nul et d'un irrationnel est un irrationnel. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Alors maintenant pour la toute dernière question. Alors si A, B, C sont des réels positifs tels que AB égale C, alors A inférieur ou égal à racine de C ou B inférieur ou égal euh, racine de C. Donc ici on a A, B et C sont des réels positifs, donc ils font partie de R+. Alors, ici on a l'hypothèse, c'est quoi? C'est que AB égale C. La conclusion, c'est A inférieur ou égal racine de C ou B inférieur ou égal racine de C. Alors, on suppose que l'hypothèse est vraie, c'est-à-dire qu'on a bien AB égale C, mais pas la conclusion. C'est-à-dire, on va prendre l'inverse de la conclusion. Donc, l'inverse de la conclusion, c'est A supérieur strictement à racine de C et B supérieur strictement à racine de C. Donc, ici, on a, donc, comme si on va chercher la valeur de vérité de cette expression AB égale C et A supérieur strictement à racine de C et B supérieur strictement à racine de C. En effet, si A supérieur strictement à racine de C et B supérieur strictement à racine de C, alors si on fait la multiplication A fois B, c'est forcément supérieur à racine de C fois racine de C. Alors, A multiplié par B est supérieur strictement à C. Donc, racine de C fois racine de C, c'est racine de C au carré. Et bien, racine de C, le tout au carré, égale C. Donc, ici, donc on a AB fois A fois B est supérieur strictement à C. Or, selon l'hypothèse, AB égale C. Donc, il y a une contradiction. La contradiction, elle vient du fait qu'on a supposé que la conclusion est fausse. Alors, la conclusion ne peut être que vraie. Donc voilà pour cet exo. Et d'ailleurs, donc, comme je l'ai dit, c'est le dernier exo
donc pour aujourd'hui et même pour, ce chapitre. En tout cas, j'espère que j'étais claire. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.